tout le monde connaît ici Gérard Raschieri, et puis elle est limitée par rapport à tout ce qu'il a apporté à la fédération. Donc on rappelle que c'était un responsable du SNES dans la FEN, qu'il s'est dans la FSU engagé. Il fut d'abord responsable des questions fonction publique, puis devint secrétaire général de notre fédération de 2001 à 2010 et assura ensuite la présidence de l'Institut de recherche, et où il continue de contribuer d'ailleurs à ses travaux. Donc il y a même une question, Gérard. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, a permis à la FSU, dans ses principes statutaires, de construire une autre perspective syndicale que celle qui avait conduit à l'implosion de la FEN ? Bon, je ne sais pas si je vais y répondre complètement, mais en même temps, en écoutant par exemple Michel Deschamps ou Pierre Tousnel, je me dis il y a des éléments, et je vais d'abord préciser que je ne suis pas historien et je n'ai pas la prétention de l'être. Je suis même trop paresseux pour avoir constitué des archives, donc c'est ma mémoire imparfaite qui va vous dire des choses. Je crois qu'il faut mesurer le choc qu'a été, et Pierre Tousnel l'a dit, l'exclusion, la décision de la Fédération de l'éducation nationale d'exclure un certain nombre de syndicats et surtout de transformer profondément ce qu'était la Fédération de l'éducation nationale et le rôle qu'elle jouait jusqu'à présent au sein du mouvement syndical français. Et ce choc a créé, et ça c'est ce qui est intéressant, une dynamique qui était une dynamique inédite. Je vais y revenir. Je pense, pendant longtemps, j'ai dit souvent, une forme peut-être de boutade, qu'il s'agissait de recréer la FEN sans les défauts de la FEN. Et je pense que la formule n'est pas bonne, parce qu'elle ne rend pas bien compte de la nouveauté de la démarche qui était celle de la création de la FSU. En fait, je corrigerai un peu en disant qu'il s'agissait peut-être de retrouver ce qui a été à un moment l'intérêt de la FEN, c'est-à-dire une organisation majoritaire liée à un secteur professionnel et une organisation pluraliste, capable de mobiliser massivement ce secteur professionnel. Je crois que c'était ça l'intérêt. Donc il s'agissait de le retrouver avec des formes nouvelles, mais des formes nouvelles qui rompaient avec les dérives bureaucratiques de la FEN qui avaient conduit à la scission. Et ces dérives bureaucratiques, je dirais, c'était une forme de perte du lien avec les personnels ou avec une partie des personnels, de l'idée que les revendications devaient être subordonnées à un projet a priori, un projet souvent politique, et trois, une direction monolithique qui excluait pas seulement les minorités, mais aussi la prise en compte des revendications des personnels qui se reconnaissaient dans d'autres courants de pensée que le courant majoritaire. C'est comme ça que je définirais le projet. Et l'idée, ça a été de construire ça en permettant à toutes les orientations d'exister et en permettant une autre forme de lien avec les personnels. Et ça s'est traduit à mon avis, et je vais insister là-dessus, je ne vais pas parler des revendications ou très peu, parce que d'abord ça ferait trop long et puis c'est pas vraiment le sujet qu'on m'avait demandé de traiter. Ça s'est traduit à mon avis à 3 niveaux. Le processus de construction, les statuts et le fonctionnement de la FSU et la pratique syndicale. Et je pense que dans les 3, il y a eu une double volonté d'unité à l'interne et volonté d'unité à l'externe. C'est ça que je voudrais développer aussi brièvement que ça. Processus de construction d'abord, c'était inédit. Il faut bien se rendre compte que le fonctionnement de la FEN faisait que tout le monde était adversaire de tout le monde. On ne se parlait pas. On ne se parlait pas entre courants de pensée, on ne se parlait pas entre syndicats rivaux. C'était la concurrence. Et là, tout d'un coup, le choc provoqué par l'exclusion et le refus
à la fois de l'exclusion et de la transformation de la Fédération de l'éducation nationale, a créé une dynamique de dialogue. Alors, on en a parlé, Rafle en a parlé, Toussaint en a parlé, Michel, etc. Je ne vais pas insister. Mais je pense que la dynamique de dialogue inédite qui a été celle des comités de liaison unitaire, et je me rappelle ce grand rassemblement qu'on avait fait à Perpignan dans un cinéma-théâtre, c'était très émouvant, c'était cette dynamique-là. Ça a aussi influé, à mon avis, sur les décisions prises ultérieurement pour les statuts et pour le fonctionnement de la fédération. J'en viens donc au deuxième point, les statuts et le fonctionnement. Le choix, ça a été de créer une fédération de syndicats nationaux, avec deux autres piliers, les sections départementales et les courants de pensée. Reconnaissance donc du droit, courant de pensée, du droit... c'est quoi? C'est le droit pour les syndiqués de se rassembler et de soumettre au vote des orientations et d'être représentés dans les instances à partir des résultats de ce vote. Donc, il y a ça, puis les syndicats nationaux. Et je veux insister un peu parce que c'est souvent une source de débat et peut-être d'incompréhension. Pourquoi les syndicats nationaux ? C'est pas pour que chacun fasse ce qu'il veut, mais pour que les intérêts de chaque catégorie professionnelle ou de chaque secteur professionnel que représente chaque syndicat national soient bien pris en compte et qu'aucune décision fédérale ne puisse aller à l'encontre de ces intérêts. Je répète, encore une fois, ce n'est pas pour faire chacun ce qu'il veut. Et ça a été un des éléments de la rupture avec le SNETA, cette différence. Et donc le rôle des syndicats nationaux, cette souveraineté, elle va de pair avec notre idée, l'idée de recherche de synthèse. C'est-à-dire de trouver des revendications, des formulations qui permettent à chacun de se reconnaître et de voir ses intérêts pris en compte ou en tout cas au minimum non négligés. Ça, c'est le premier élément. Et d'autres, je crois que Michel l'a dit, un exécutif pluraliste, c'est-à-dire un exécutif où diverses orientations et divers syndicats ayant des positions pas nécessairement identiques ou convergentes travaillent ensemble pour gérer la fédération. Et enfin, des modalités de désignation des instances et des modalités de vote, les fameux 70% FSU, des modalités de désignation des instances avec une surreprésentation des minorités qui, comme Michel Deschamps l'a très bien expliqué, et je ne vais pas y revenir, permettent à chacun d'être entendu et permettent le débat, ce qui n'empêche pas de trancher. Et moi, une chose que j'ai remarquée dans mon expérience, il y a eu des accros, ça n'a pas toujours marché, mais quand on arrive à avoir un vote à 70%, la plupart du temps, on atteint 90 ou 95%. Parce que la synthèse, obligeant à prendre en compte les oppositions de tout le monde, y compris les positions minoritaires, la synthèse permet d'aller plus loin et de rassembler. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui est un gage d'efficacité et d'unité pour le syndicat. Je pense qu'il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas de possibilité de pluralisme et de respect des positions des uns et des autres. Et les règles, je répète, ça a pu parfois jouer, il y a parfois eu des minorités de blocage. Ça a existé. Moi, j'en ai connu ceux qui sont avec moi là aussi s'en souviennent. Il n'en reste pas moins que ces règles ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour obliger, d'une certaine manière, à retrouver la synthèse. Je
Je regarde l'heure pour ne pas être trop long. Et dans les règles, il y a aussi, j'oubliais évidemment, je suis à la limite sur mon papier, mais je ne peux pas oublier d'en parler, le vote direct de tous les adhérents sur les choix d'orientation, et pas des votes à plusieurs étages. Et ça, c'est extrêmement important. Dans la pratique syndicale, moi, je mettrais quelques points forts. C'est d'abord l'indépendance. Ça, c'est une évidence. Ça ne signifie pas, et Michel, je crois, l'a dit, qu'il n'y a pas de volonté. Enfin, on n'en reste pas aux revendications pour la revendication. La revendication s'inscrit dans une perspective de transformation et de transformation sociale. Simplement, au lieu d'avoir a priori le projet, et on va ensuite juger les revendications, les rejeter ou les prendre à partir du projet, on se pose plutôt la question comment, à partir des revendications, on construit un projet. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée très importante, le choix du lien avec les salariés, consultation, construction des revendications. C'est pas facile. Mais moi, j'ai souvenir de deux exemples. Premier exemple, les emplois jeunes. Quand Allègre a créé les emplois jeunes, on était en plein conflit avec Allègre. Et on avait toutes les raisons de dire non, parce que ça avait beaucoup de défauts. On a dit oui, et on a dit on va négocier. Pourquoi ? Parce que les personnels sur le terrain n'avaient pas cette position. Et on a tenu compte de ce que disaient les personnels. Deuxième idée, on l'a dit, le résultat des élections de 93, c'est notamment le SNES qui conserve ses positions, qui même augmente légèrement, si je me souviens bien, et le SNUIPP qui gagne. Voilà. Mais pourquoi est-ce que le SNUIPP gagne ? C'est notamment parce que le SNUIPP a su être particulièrement attentif à la revendication des personnels des écoles autour de la question de l'unification et du corps de la création du passage des instituteurs au corps des professeurs des écoles. Je donne ces deux exemples, je pourrais en donner d'autres, mais c'est important dans le fonctionnement, dans l'idée de la FSU. Enfin, évidemment, il y a deux idées très fortes dans la pratique syndicale. La recherche de l'unité syndicale, avec, moi je redis toujours, je crois que dans le texte du congrès de Mâcon, on parle de forme inédite d'unification. Et je pense que c'est une recherche qui est toujours présente aujourd'hui à la FSU. Et Michel en a parlé notamment, la volonté de lien avec le mouvement social en général. D'une certaine manière, c'est lié à la création de la FSU. Moi, si je peux donner un souvenir personnel, je ne sais pas si quand il y a eu la scission, je me rappelle que Monique Vuaya avait dit en secrétariat du SNES qu'elle avait rencontré des hauts responsables du Parti socialiste qui lui avaient dit que si le SNES voulait rester tout seul dans son coin, on lui conservait tous ses moyens syndicaux, deux, on le garderait comme interlocuteur privilégié pour le second degré. Le SNES et d'autres auraient pu rester tout seul, mais continuer à vivre. D'autres syndicats l'ont fait dans d'autres secteurs. Le choix n'a pas été celui-là à cause de la dynamique que j'ai dite, à cause de la conscience qu'on avait besoin sur les questions d'éducation, et Michel Deschamps l'a dit, de ne pas rester tout seul, et aussi avec la volonté de participer à quelque chose qui est toujours un mouvement syndical français. Maintenant, si je regarde où on en est, je me dis, alors, première idée, c'est de reprendre une formule que je crois René Mouriot avait repris à Galilée à propos de la FSU, et pourtant elle tourne. Il y a eu des accros, je répète, ça n'a pas toujours marché comme on voulait. Il y a eu des évolutions qui n'étaient pas des évolutions prévues à l'origine. Je pense à 2004 et l'extension du champ de syndicalisation de la FSU qui a fait, certains s'en souviendront, quelques vifs débats au congrès de Perpignan. Donc, on n'est pas toujours dans l'épure initiale, loin de là, mais ça fonctionne. Et
Moi, ce que je trouve très frappant, c'est que ces règles complexes, on a collectivement su les utiliser en général de manière intelligente. Pas toujours, mais majoritairement, très majoritairement, de manière intelligente. Et je suis très frappé d'une chose. Ces règles sont des règles pour la fédération. Et les syndicats nationaux ne sont pas obligés de les suivre. Il n'en reste pas moins que quand on regarde ce qui se passe dans les syndicats nationaux, on voit que sous des formes différentes, ils intègrent ces règles. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et quand je dis ils intègrent ces règles, c'est d'abord les règles autour du respect du pluralisme. Et je dirais, pour terminer, que ma conviction, c'est que pour avancer dans l'unité syndicale, il ne s'agit pas de reproduire les modalités de fonctionnement de la FSU, qui sont une particularité, qui sont le résultat de compromis à un moment donné, et qui devraient peut-être un jour aussi évoluer. Mais il s'agit de respecter autant que faire se peut ces principes d'unité et de pluralisme, parce que les deux sont fondamentalement liés. Voilà. Merci beaucoup, Gérard.